Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Parole d'expert. Dans cette vidéo, j'ai interviewé un coach, Nicolas Elzéar, que j'ai rencontré lors d'une conférence. Il y a plusieurs points dans sa conférence qui m'ont semblé très intéressants pour les professeurs de FLE et j'espère que vous serez de mon avis. J'ai donc décidé d'en rediscuter avec lui au cours de cette interview et en particulier de tout ce qui touche à la gestion de l'énergie, car vous le savez, donner un cours, cela demande beaucoup d'énergie. Voilà, j'espère que tout ça sera intéressant pour vous aussi. Bonne écoute! Alors, bonjour Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Bonjour, avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter, parce que je suis sûre que ceux et celles qui me suivent ne te connaissent pas forcément, et donc est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es? Alors donc je m'appelle Nicolas Elzéar, j'ai 49 ans. Ma plus grande fierté dans la vie, c'est d'avoir 4 enfants, mais j'ai pas fait que ça. J'ai commencé ma carrière comme sportif de haut niveau en triathlon et en parallèle de ça, j'ai mené des études en sciences économiques sur l'organisation et le management des entreprises. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un grand groupe français où j'ai managé jusqu'à 350 personnes. Et au début des années 2000, je me suis reconverti dans la préparation mentale et le coaching en entreprise et pour les sportifs. Voilà, donc je fais ça depuis 2003, donc ça fait 15-16 ans que je fais ça, aussi bien avec des petites entreprises qu'avec des grandes entreprises, aussi bien avec des particuliers et avec des sportifs de tout niveau et de tous horizons. Le mental, en fait, c'est un processus. Je dirais, ça marche pour faire la pâtisserie ou pour devenir champion du monde. Oui, ça c'est sûr, ça marche pour tout le monde. Et alors justement, je t'avais écouté lors d'une conférence que j'avais trouvée très intéressante et il y avait beaucoup de choses qui m'avaient paru intéressantes justement pour les profs de français langue étrangère, ce qui prouve que c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Alors, il y avait par exemple un point qui peut être intéressant pour eux par rapport à leurs apprenants, c'est la zone, que tu avais appelé la zone ou le flow. C'est un équilibre entre les objectifs et les ressources dont on dispose. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans la zone? Qu'est-ce que c'est la zone et comment est-ce qu'on y rentre? Alors, la zone, c'est un état mental qui a été étudié. Au départ, il a été étudié plutôt chez les artistes et les compositeurs quand ils sont dans un état comme ça d'inspiration où les choses se font naturellement, un espèce d'état second où à la fois on est hyper concentré sur ce qu'on fait, hyper conscient de ce qu'on fait, mais à la fois il y a une espèce de détachement. Le temps est complètement dilaté, c'est-à-dire que si on fait quelque chose de très rapide, on a l'impression on est au ralenti, qu'on a le temps de faire les choses précisément. Et si le temps est très long, comme dans des épreuves sportives très longues ou des choses qui duraient des heures, on n'a pas vu le temps passer. Donc, c'est des choses, je pense, qu'on a tous vécues, on va dire involontairement, sans savoir vraiment comment on a réussi à créer ça. Et la préparation mentale nous enseigne comment créer les conditions pour pouvoir vivre cet état mental optimal. Alors, pour faire un schéma simple, on peut dire que notre performance, au sens mental du terme, c'est-à-dire notre performance, c'est réaliser quelque chose qui est important pour nous. Ça peut être tout simplement réussir une tarte, ou alors gravir une montagne, ou alors réussir une entreprise à plusieurs millions, peu importe notre projet, d'accord? Eh bien, notre performance, elle dépend de notre niveau de stress. Si on n'a pas de stress du tout, ici, là, s'il n'y a pas de stress, on n'est pas impliqué, on n'est pas dedans et bon, en fait, on n'arrive pas à être performant, quoi. On va faire peut-être ce qu'on sait faire de manière mécanique, mais on ne va pas être à un niveau de performance comme ça qui va être fluide, facile, avec aisance dans le plaisir. Si on a trop de stress, on connaît ça, on est agité, on bredouille, on n'y arrive pas et donc là, notre performance, elle est aussi basse, on va passer à côté. Donc la zone, ça va être un niveau de stress, on pourrait dire un niveau de stimulation qui est optimal, qui va faire que là, dans cette zone-là, eh bien, on est vraiment dans une performance, mais qui est
facile n'est pas le bon mot, mais avec aisance, avec fluidité. Et pas dans l'effort, dans le je dois, je suis obligé, contraignant, etc. C'est quelque chose qui va se faire assez naturellement. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est développer des outils qui nous stimulent quand on est en niveau de stress trop bas et nous calment et nous apaisent vers une sérénité quand on est à un niveau de stress qui est trop haut. Et alors, comment est-ce qu'il peut faire un prof pour essayer de calmer ses élèves ou de les stimuler un petit peu? Est-ce que tu as quelques astuces simples? Alors, oui, mais forcément, calmer un groupe, c'est l'Himalaya, c'est le sommet, hein, c'est la chose la plus difficile. Et avant, il faut passer par des étapes intermédiaires. C'est-à-dire que je vais avoir du mal à calmer un groupe si moi-même, je ne suis pas dans un état optimal. Je suis désabusé, plus motivé ou fatigué, je vais avoir du mal à stimuler les gens. C'est pas possible, d'accord? Je ne vais pas avoir l'énergie s'ils sont très excités, parce que c'est souvent ça qui arrive. Je ne vais pas avoir l'énergie de pouvoir les calmer. Si je suis trop trop stimulé, trop dans le stress, je vais être énervé, ma communication, elle ne va pas être posée, constructive. Donc, la première des clés, ça va être de pouvoir travailler sur soi-même, arriver à trouver comment se stimuler si je suis pas dedans et comment me calmer si je suis déjà trop énervé. Alors pour ça, on utilise plusieurs niveaux de ressources. Les deux bases de nos niveaux de ressources, ça va être en capacité de maîtriser son niveau d'énergie et son niveau d'émotion. La maîtrise de soi, hein, c'est vraiment maîtriser ses émotions. Est-ce que mes émotions sont quelque chose qui me tombe dessus et puis je me fais embarquer par de la colère, par de la tristesse, par de la fatigue, de la dépression, etc. Ou est-ce que ça arrive parce que ça arrive, mais je suis en capacité de la maîtriser, de la contrôler. Et puis mon niveau d'énergie, c'est pareil. Mon niveau d'énergie, c'est ce qui va faire que j'ai la force mentale de poser les actions que je sais que je devrais les faire, mais si je n'ai pas l'énergie, je les fais pas en fait, d'accord? Ou alors si je suis trop dans l'énergie, je vais être dans une espèce d'euphorie ou d'énervement qui va faire que je vais pas pouvoir les poser comme il faut. Donc c'est ces deux piliers-là qu'on doit déjà maîtriser. Au niveau de la maîtrise de l'énergie, je dirais que le plus simple, c'est d'apprendre à travailler sa respiration. La respiration, c'est sûrement l'outil le plus efficace et puissant pour réguler notre niveau d'énergie. On le sait, si on fait une respiration lente, plutôt abdominale, en gonflant le ventre, c'est quelque chose qui va plutôt nous calmer. C'est-à-dire, physiologiquement, ça nous apporte du calme. Ça oxygène le cerveau, ça va ralentir notre système sympathique et parasympathique, ça va l'équilibrer. Donc, ça va faire qu'on va se calmer. Bien évidemment, on va pouvoir accélérer ça si on met de la musique, donc c'est-à-dire un stimulant auditif et un stimulant visuel. Soit on a la possibilité de visualiser des images, soit on a la possibilité de fermer les yeux et d'imaginer des images. Si je m'imagine sur une plage seule avec un soleil couchant, c'est forcément des choses qui vont être plus calmantes pour moi. D'accord ? Mais la règle d'or, c'est quoi? C'est que si je fais ça le jour où mes élèves ils sont agités, je ne vais pas y arriver. Ça ne marchera pas. Le mental, c'est exactement comme les muscles. Si je l'entretiens régulièrement tous les jours, je vais avoir une capacité d'agir dessus quand j'en ai besoin. Si par contre, je ne m'entraîne pas, donc à respirer, à visualiser des images, etc., le jour où j'en ai besoin, ce n'est pas la peine que j'espère que je vais arriver à me calmer, d'accord, à être serein. Donc, s'il y avait une chose à retenir de cette intervention, c'est juste de dire il existe des outils mentaux qui sont finalement assez simples quand on regarde, mais c'est le fait de les travailler régulièrement qui va faire que le jour où je suis dans ma classe, où mes élèves sont agités et moi je suis plutôt trop bas, où je n'ai pas l'énergie de faire, pour me mettre à un niveau dans la zone, il faudrait que je travaille ma respiration et que je sois en capacité d'avoir une image ressource qui m'apaise. Si ça, je le travaille régulièrement chez moi, tranquillement, le matin en me levant, par exemple, le soir en allant me coucher ou simplement en rentrant du travail dans le bus ou dans la voiture, je m'arrête 5 minutes avant et je vais me poser à faire ça. Si je vais faire ça, c'est comme si je faisais des pompes tous les jours. À la fin, j'ai des muscles qui sont disponibles pour
quand j'en ai besoin. Ben là, mon mental, il sera disponible pour m'apaiser et être juste dans le bon niveau d'énergie mentale pour que, ben, voilà, quand face à des élèves agités, je vais pouvoir trouver le bon mot au bon moment, je vais avoir la bonne tonalité, je vais avoir la bonne posture, ni trop agressive, ni trop soumis. Ben ça, je vais pouvoir le faire presque naturellement si je suis déjà à un bon niveau d'énergie. Mhm. Et alors, tu as des outils à proposer justement pour s'entraîner tous les jours, pour faire ces pompes? Alors, pour faire ces pompes, il y a un outil qui est fabuleux. Je dirais qu'il y a deux grands outils connus. Il y en a plein, hein, des outils, mais il y a deux grandes familles d'outils. Et après, ben, aujourd'hui, la technologie a des inconvénients, elle a aussi des avantages. On va pouvoir trouver des tas de petits outils. Les deux grandes familles d'outils qui vont nous permettre de réguler notre niveau d'énergie. La bonne nouvelle, c'est que souvent, ça nous fait aussi travailler nos émotions. C'est la méditation ou la cohérence cardiaque. C'est les deux grandes familles d'outils qu'on peut trouver. Encore une fois, il y en a d'autres, mais soyons simples. Parce que la méditation, aujourd'hui, c'est pas difficile de télécharger une application sur son téléphone mobile. Il y en a une qui est très connue, hein, qui s'appelle Petit Bambou. Je la recommande. Elle est simple. On avance étape par étape. Donc, si on n'y connaît rien, pour s'y mettre, c'est très bien. Les puristes vous diront oui, mais quand même petit. Non. Pour commencer, c'est très bien. Et franchement, moi, des fois, j'y reviens et ça me fait une espèce de reset. Tu sais, je pense que ça doit être pareil dans l'enseignement. Des fois, il faut bien repartir des bases et c'est une bonne chose. Eh bien, ça, c'est une bonne application. La cohérence cardiaque va avoir un effet où on va travailler beaucoup plus la respiration. En méditation, on travaille la respiration, mais en cohérence cardiaque, on travaille beaucoup plus ces phénomènes-là. Une respiration qui nous égalise. C'est-à-dire, si on est énervé, elle va nous calmer. Et si on est trop calme, elle va nous stimuler. Donc, c'est très intéressant. Et donc, c'est un mode de respiration qu'on appelle 365, d'accord ? 3 fois par jour, 6 respirations par minute, 5 minutes. Donc, 3 fois par jour, 5 minutes, d'accord ? Donc, on fait 5 minutes de respiration 3 fois par jour et 6 respirations par minute. Ça veut dire simplement qu'on inspire pendant 5 secondes, on souffle pendant 5 secondes. Il y a une application qui s'appelle Respire Relax. Qui est gratuite, qui vous permet de vous y mettre. Alors, n'ayez pas peur d'être progressif, c'est-à-dire quand on dit 5 minutes, bah, peut-être que 5 minutes au début, c'est difficile de rester concentré sur une petite bulle qui monte et qui descend. Elle monte, on inspire, elle descend, on souffle. C'est un peu plus simple. Sauf que rester concentré, son attention pendant 5 minutes là-dessus, c'est pas forcément évident. Et donc, au début, on peut y aller en se challengeant, en disant bah, juste 1 minute, mais je suis concentré. Si mon esprit est attiré par une autre pensée, je reviens sur ma bulle. Si d'un coup, j'ai un dialogue interne qui me dit je ne sais pas quoi, je reviens sur ma bulle. S'il y a un bruit extérieur, quelqu'un qui me sollicite, je reviens sur ma bulle. Apprendre à faire ça, ça développe une force mentale incroyable. C'est un outil d'une simplicité infantile, mais ça développe une force mentale incroyable. Donc voilà, vous avez ces deux outils et ces deux applications-là. Si vous devez commencer de la préparation mentale comme les champions, vous pouvez mettre en application ces exercices-là tous les jours. Et vous allez voir, je vous tiens le pari, d'ici 10 jours, 2 semaines au plus tard, vous allez sentir vraiment des changements dans votre vie. Vous êtes plus attentif, vous êtes plus combatif, vous avez la capacité d'être en maîtrise de vous-même, c'est-à-dire je calme mes émotions ou je peux me stimuler si j'en ai besoin. C'est deux outils de base qui sont très puissants. Il suffit de les mettre en œuvre quotidiennement. D'accord. Éventuellement, ça peut même être une solution. Alors, 5 minutes, c'est un petit peu long, mais de faire 1 minute ça avec les élèves au début du cours, ça peut être une idée pour les remettre justement eux aussi dans la zone, dans la bonne énergie. Exactement. En tout cas, l'idée, c'est qu'on peut toujours, nous, agir à un petit niveau pour commencer à faire changer les choses. Donc, je vous conseille de le faire quand vous le maîtrisez bien et de le proposer d'une manière ludique pour effectivement essayer de mettre les jeunes déjà dans un bon état d'esprit. Alors, il ne faut pas hésiter parce que j'ai accompagné des gens qui ont fait ça dans une classe, ça marche très bien, mais il a fallu un certain temps essayer, ça ne marche pas toujours du premier coup, pas tout le monde marche, etc. Mais petit à petit, c'est sympa de dire, voilà, je vous propose de faire un petit rituel ou un petit jeu pour commencer, pour être dans le bon état d'esprit, pour ouvrir votre cerveau à mieux réceptionner les choses et inévitablement, ça calme, quoi. Oui, donc, non, je pense que ça peut marcher sous forme de rituel, c'est une bonne idée, oui.
Dans certains pays scandinaves, ils ont remplacé les punitions par des minutes de méditation. Alors, ça a un côté pervers, d'accord, parce que la méditation est associée à une punition. Mais ceci dit, ils se sont rendus compte que eh bien, les problèmes qu'il pouvait y avoir de discipline, voire même de délinquance, ont été divisés par 2 ou 3, quoi. Donc, c'est intéressant. Mmh. Ouais. Impressionnant. Et alors, tu disais justement, les 2 clés, là, c'est un peu la gestion des émotions et de l'énergie. Oui. Donc, je pense qu'un professeur, justement, il va falloir qu'il regarde, qu'il fasse déjà le diagnostic, où est-ce qu'il se trouve. Est-ce Oui. qu'il est plutôt, voilà, qu'est-ce qui le met en situation de stress déjà? Est-ce qu'il est plutôt en énergie basse ou en énergie haute? Est-ce qu'il peut avoir des outils pour s'observer lui-même? Est-ce que tu as des outils pour faire son propre diagnostic? Alors, il y a 2 types de diagnostics. Il y a un diagnostic simple et qui est sûrement le plus pertinent, c'est celui de s'auto-diagnostiquer. Et là, les 2 outils que j'ai donnés, que ce soit la méditation ou la cohérence cardiaque, vont permettre de développer cette capacité de se mettre en pause et d'être plus connecté à soi-même. Souvent, on dit, ouais, il faudrait être connecté à soi-même ou il faut écouter ses émotions. Bah ouais, mais comment on fait? Comment on fait? On fait la cohérence cardiaque quotidiennement et ça va apprendre à nous calmer un peu au niveau mental et donc de pouvoir ressentir nos émotions. On a 2 méthodes pour éviter de ressentir les émotions. Il y a 2 stratégies qu'on utilise. C'est soit l'agitation physique, on s'agit dans tous les sens et pendant ce temps-là, on ne ressent pas le mal-être ou la colère, etc. Il y a beaucoup de gens qui font du sport pour évacuer, d'accord? Et la deuxième façon, c'est l'agitation mentale. Si je m'agite mentalement, je me coupe de mes émotions. Donc, le pendant de ça, c'est de faire ces 2 outils-là. Petit à petit, ça va se reconnecter à vous-même et vous allez pouvoir de vous-même dire, là, je suis plutôt en énergie haute parce que c'est d'une simplicité enfantine, de bon sens, ou là, je suis plutôt en énergie basse. Là, je me fais envahir par la colère. Voyez, et la première des actions, quand on apprend, la première étape, quand on apprend à maîtriser son mental, c'est déjà d'être conscient de ce qui se passe en nous. C'est la première étape. Si on n'est pas conscient, on ne peut pas lutter, on ne peut pas le maîtriser, on ne sait pas ce qui nous arrive en fait. Ouais. Donc, voilà, ça c'est le premier diagnostic qu'on peut faire par soi-même et qui est sûrement le plus intéressant à faire. Après, il y a des diagnostics qui sont plus pointus. Je ne sais pas si tu veux faire allusion par exemple au diagnostic que je vous ai présenté. Je peux même t'en présenter un en partage d'écran peut-être. Là, effectivement, on peut faire un diagnostic précis. Donc sous forme d'un questionnaire que j'envoie par Internet. Il y a une centaine de questions qui nous permettent de détecter un petit peu quels sont les modes de fonctionnement mentaux préférentiels, comment on réagit face au stress, et deuxièmement, quelles sont les ressources qu'on peut mobiliser, les ressources mentales qu'on peut mobiliser pour faire face à ce stress. Donc, on en a vu 2, c'est l'énergie, les émotions. On a une 3e ressource très importante, c'est l'estime de soi. Parce que s'il n'y a pas d'estime de soi, inconsciemment, on va se saboter. S'il y a une bonne estime de soi, on va se mettre dans des conditions de réussite. Et s'il y a une surestime de soi, on va tendance à prendre des risques exagérés. Et donc, on va se mettre en danger. D'accord? Donc, c'est l'entrepreneur qui investit de manière folle, c'est les personnes qui dépensent de manière exagérée, c'est des gens qui vont faire des sports extrêmes et qui vont se mettre en danger, etc., etc. Vous voyez, ça, c'est la surestime. Et la sous-estime, c'est je me fouette et je me blâme tout le temps, ce qui fait que je m'empêche de réussir. Et si à un moment, j'ai une opportunité de réussir, je ne vais pas la prendre. La 4e ressource, c'est la motivation. La 5e ressource, c'est la concentration. Et la dernière ressource, c'est la communication. Évidemment, on ne peut pas réussir si on ne communique pas. Mais évidemment, pour bien communiquer, il y a des techniques de communication. Mais d'abord, il faut être bien mentalement. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille. Donc ces ressources, on peut les diagnostiquer vraiment grâce à ce questionnaire pour identifier quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles. Et ensuite, mettre un plan d'action avec des outils aussi concrets et simples que je vous ai dit tout à l'heure pour renforcer la qualité que vous avez besoin de renforcer ou de développer encore plus des qualités que vous avez déjà. Oui, alors c'est vrai que justement, dans ces ressources, celle qui m'avait le plus frappée, moi, c'était celle de l'énergie. Parce qu'effectivement, quand on est professeur, on se rend bien compte que donner un cours, ça demande beaucoup d'énergie. Oui. Et les questions justement de comment est-ce qu'on arrive à gérer cette ressource. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se ressourcer
arriver à bien gérer, peut-être même pendant le cours, à savoir quand se mettre en énergie plus basse et laisser les apprenants être plus actifs, justement, prendre le relais. Je ne sais pas si tu as des conseils par rapport à ça à donner. Oui, il y a plusieurs choses qui sont très importantes. Et quand on parle d'énergie et gestion des ressources, tout de suite, évidemment, moi, ça me fait penser à l'écologie. Et il y a un parallèle, si tu veux. Hein. L'idée, c'est que, comment dire, c'est important qu'on ait déjà une bonne gestion saine de nos ressources au quotidien avant d'espérer pouvoir changer quelque chose sur le moment parce qu'on en a besoin. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui va avoir le plus d'impact sur votre énergie mentale, c'est d'abord le sommeil. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si pendant 3 jours, je vous empêche de dormir, mentalement, vous êtes zéro. Et même si vous êtes le champion du monde, si pendant 3 jours, je vous empêche de dormir, bien, vous ne valez plus rien mentalement. Donc, ça veut dire que la première des choses pour se ressourcer, c'est prendre soin de son sommeil, préserver son sommeil. D'accord ? Préserver la planète, c'est bien, mais protéger son sommeil, c'est fondamental. On peut donner quelques astuces bien connues. C'est d'abord se coucher à des heures régulières, pas trop tard. Avant de se coucher, éviter des écrans qui stimulent le cerveau. Essayez de dormir le plus possible dans le noir, quitte à porter un masque qui va vraiment occulter un maximum la lumière, parce que la lumière va faire que vous n'avez pas un sommeil profond et réparateur. Le plus possible, eh bien, dormir dans le silence, sinon mettre des boules qui est. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui vont préserver le sommeil. Évidemment, si vous faites de la cohérence cardiaque ou de la méditation au moins 5 minutes par jour, ça va améliorer votre capacité à vous endormir et améliorer la qualité de votre sommeil. Donc, vous voyez, ça fait déjà pas mal d'actions qu'on peut mettre en place, très concrètes, pour déjà créer les conditions d'avoir un bon mental. Et vous savez, si je suis reposé, ma réaction face à une classe qui est agitée, elle n'est pas du tout la même. Et après, c'est un enchaînement de choses. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Or, aujourd'hui, dans notre société, on a plutôt tendance à essayer de se mettre la télé, se bourrer d'informations pour finalement s'endormir, mais d'épuisement. Sauf que le cerveau, il va continuer à s'agiter pendant le sommeil. On n'aura pas un sommeil qui est réparateur. Oui. La deuxième clé dans la prévention et dans l'hygiène de notre énergie, c'est inévitablement l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment une ressource essentielle. J'ai envie de dire, pour être un peu radical, si vous mangez bien et sainement, les conseils, vous les connaissez tous, d'accord ? Eh bien, mangez plutôt pas mal de fruits et légumes, un peu moins gras, évitez les sucres, tout ce qui est directement sucré. Tout ça impacte le mental. On ne le dit pas assez, d'accord ? J'ai vu récemment une étude que les boissons sucrées, les sodas sucrés, eh bien, accélèrent la dégradation de nos neurones. D'accord ? Donc, voilà, c'est un exemple concret. Et je ne vous parle même pas si on parle de boissons zéro avec de l'aspartame. Là, c'est carrément des neurotoxiques. Donc, c'est des choses qui vont impacter considérablement notre mental. Si vous mangez plutôt des aliments bruts que vous préparez vous-même, évidemment, ça va avoir une grande influence sur votre mental. Il y a un point qui est important, c'est le soir avant de vous endormir, il faut manger un petit peu de féculents, mais pas trop sucré. D'accord ? Tout simplement parce que quand on mange sucré, on sécrète une hormone qui s'appelle l'insuline. Le pic d'insuline va bloquer la mélatonine, qui est l'hormone de l'endormissement. Donc, si on mange trop sucré ou alcoolisé le soir, eh bien, on va décaler l'horaire d'endormissement. D'accord ? Donc, vous voyez, l'alimentation, c'est vraiment très important. Et puis, le troisième pilier, vous le connaissez déjà, j'en ai déjà parlé, mais le pilier de l'énergie, c'est la respiration. Donc, respirer, faire des séances de respiration volontaires comme la cohérence cardiaque ou la méditation, c'est important. Mais aussi, eh bien, un petit peu marcher régulièrement dans la journée à l'extérieur, voire même faire du sport à faible intensité pour oxygéner son organisme, c'est des choses qui vont vous donner une meilleure force mentale. Et ça, intuitivement, on l'a tous testé, de se dire, alors je ne parle pas de faire du sport à s'user, se fatiguer, non, mais faire de la marche ou un petit jogging, un peu de natation, des choses avec aisance, eh bien, on oxygène son corps et là, on va être bien plus fort mentalement. Oui, on ne fera pas des profs des triathlètes. Non, pas tout de suite, ce n'est pas nécessaire. Et ce n'est pas dit d'ailleurs que les triathlètes soient de meilleurs profs. Mais par contre,
y a un point que tu as dit tout à l'heure qui me semble intéressant à souligner encore sur l'énergie. Tu as parlé de gestion de l'énergie dans la classe. Et ça, c'est un point très important dans notre vie, globalement. Mais finalement, on pourrait dire qu'un cours est le reflet d'une vie. Hein. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Il y a des choses qui sont des symboliques qu'on peut utiliser. Eh bien, dans la vie, souvent, j'explique aux gens que les sportifs de haut niveau passent plus de temps à se repérer, à se reposer qu'à s'entraîner. Ils s'entraînent beaucoup, mais ils sont très vigilants au temps de pause. C'est-à-dire qu'ils alternent vraiment des temps de très haute activité et des temps de récupération. Mais monsieur et madame tout le monde, ben, eux, ils ont tout le temps une activité. Ils se lèvent le matin, il faut s'occuper, se laver, se préparer, machin, s'occuper des enfants, etc. On va au boulot, on travaille toute la journée au boulot, machin. Vite entre midi et deux, on mange et éventuellement, on va faire les courses. Le soir, on fait un boulot. Le soir, on rentre. Pareil, il faut faire le repas, s'occuper de nanana. Donc, toute la journée, il n'y a pas de temps de pause. Voyez? Et c'est important. Notre physiologie, on est fait un peu comme des animaux. Si vous regardez les animaux sauvages, ils ont des temps de chasse où ils sont en très haute activité et après, ils passent beaucoup de temps à se reposer. On peut parler des chats, des chiens ou des lions. Alors, on va voir cet exemple-là. Je parle même pas des ours. D'accord ? Il y a toujours un élément très cyclique dans l'activité qu'on a perdu dans notre activité moderne. Et puis quand on n'est pas agité dans notre mouvement, on est agité parce qu'on regarde les réseaux sociaux, on est sur les ordinateurs, les écrans, etc. Donc, notre cerveau, il est tout le temps en état de pause. Pour ça, pour revenir sur la classe, je pense que tu as tout à fait raison d'avoir souligné tout à l'heure quelque chose d'important. À mon avis, il faut préparer son plan de classe, son plan de séance, mais il faut penser à gérer son énergie. C'est-à-dire faire des temps où il va y avoir peut-être de l'énergie haute et la faire évacuer, et là peut-être laisser aller ou jouer sur des choses qui font de l'énergie haute, et puis des temps d'énergie basse, et puis des temps forts, etc. C'est intéressant de jouer là-dessus, à mon avis. Surtout, on est sur de l'apprentissage de langue, hein, si je ne me trompe pas. Et dans l'apprentissage de langue, à mon sens, en tant que préparateur mental, hein, je ne parle pas du tout en termes pédagogiques, etc. Mais il est important de mettre les gens en mouvement pour qu'ils apprennent mieux et pour que justement il y ait une gestion de cette énergie-là qui fasse que l'apprentissage soit plus aisé et plus enregistré neurologiquement. Oui. Mais c'est ça que j'observe aussi chez beaucoup de professeurs. On a tous tendance à se mettre… Il y a un mode dans lequel on est plus à l'aise. Donc, pour certains, c'est justement celui quand ils se mettent en avant. Donc, ils sont pleins d'énergie, ils arrivent à booster la classe. Mais ce qui leur manque un petit peu, c'est justement de laisser la balle dans le camp des apprenants et les laisser un peu jouer avec. Et il y en a d'autres qui font peut-être qui sont pas assez motivateurs et qui ont tendance un petit peu à laisser les autres sur le devant de la scène, ce qui est très bien, mais il manque un petit peu d'énergie encore dans leur cours. Et c'est ça qui n'est pas évident à trouver, en fait. C'est arriver à bien lancer l'activité avec une bonne énergie et en même temps laisser suffisamment de place pour que les apprenants puissent eux, justement, trouver la leur et prendre leur autonomie et pratiquer. Dans la gestion de la motivation, il y a vraiment ce phénomène que tu dis. On parle d'une danse. C'est-à-dire que tantôt, je suis guidé et tantôt, je guide. Tu vois ? Et la danse, elle est équilibrée quand il y a cette alternance. Si c'est toujours le même qui guide, il y a un moment où celui qui est guidé, il perd la motivation. Et inversement, c'est-à-dire que si on est deux à se laisser guider, ben, il y a un moment où on perd la motivation aussi. Donc, il faut alterner ces moments où je prends la motivation de la classe en main, je prends un peu le côté leadership ou en tout cas, on va dire animateur. Et puis, de temps en temps, je me mets en retrait, je vais être plutôt dans un mode où je pose des questions et où je fais travailler les autres de manière à pouvoir aussi observer. Quand je fais travailler les autres, ça me permet de mieux observer, de prendre de la distance, alors que quand je suis dans l'action, bah, je suis dedans et forcément, je suis moins en capacité d'observer. Donc, c'est intéressant. Ça revient peut-être à ce que je disais tout à l'heure. Bah, faire travailler les gens en situation, on peut faire des espèces de sketchs. Ça permet que ce soit eux qui soient dans l'action. Moi, je peux prendre du recul, je peux mieux observer des choses globales de la salle ou des personnes. Et ça, c'est, à mon avis, ça donne une rythmique dans la journée ou dans la séance qui, à mon avis, est intéressante.
Oui, 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 ça c'est ce que font les profs, je pense spontanément, mais effectivement, le faire de manière un petit peu plus consciente et de savoir, bon, bah, ça c'est mon temps de pause, là je suis plus dans l'observation, le faire de manière plus consciente, ça peut peut-être leur permettre aussi de mieux gérer leur énergie. Ben, faire les choses de manière consciente, ça veut dire établir une stratégie. Et établir une stratégie, c'est ce qui fait la différence entre un amateur et un professionnel. D'accord ? Un amateur, il fait les choses, ben, il ne sait pas trop bien dire pourquoi il a réussi ou même pourquoi il a échoué. Les choses sont faites un peu comme ça. Et alors qu'un professionnel, il va toujours analyser et il va être en mesure de pouvoir dire j'ai établi telle stratégie face à telle situation. La situation est différente, je mets en place une autre stratégie. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un point qui est important, c'est prendre conscience de ce qui marche, prendre conscience de ce qui ne marche pas, c'est déjà se mettre à construire une stratégie et donc d'avoir un mode professionnel qui est reproductible quand on en a besoin. Oui, il y avait un autre point aussi que tu avais abordé pendant la conférence et j'avais aussi pensé aux profs, c'est le fait qu'il faut avoir des raisons de vivre diversifiées parce que ça paraît pas comme ça, mais beaucoup de profs vivent pour leur métier en fait. Et je trouve qu'il était important de souligner qu'il fallait aussi avoir d'autres centres d'intérêt pour pouvoir se ressourcer justement, ne pas Oui, penser tout à fait. au travail. Je me permets de faire un autre schéma, Oui, vite fait, parce que ce point-là, il est important. Donc, bon, si on refait le modèle globalement, il y a 4 socles. C'est un modèle qui permet de représenter le mental parce on a du mal à s'en représenter. Donc là, on a vu, c'est les émotions. Là, c'est l'énergie. D'accord ? Et là, c'est l'estime de soi. On voit que l'estime de soi, c'est un pilier central sur lequel reposent les motivations. Par-dessus, on a motivation. Là, c'est la concentration. La concentration, elle est à hauteur des yeux et c'est vraiment le point central de la performance. Si on est concentré à ce qu'on fait, c'est aussi simple que ça, ben on est performant. D'accord ? Mais on voit que ça repose sur des piliers. Si les piliers ne sont pas solides, ben, la concentration, elle n'existe pas. On a vu l'énergie. Je t'empêche de dormir pendant 3 jours. Impossible de te concentrer. D'accord ? Les émotions, ben, si je me fais emballer par mes émotions, impossible d'être concentré à ce que je fais, donc je ne peux pas être performant. D'accord ? Si la motivation, je ne suis pas motivé à ce que je suis en train de faire, ben, j'ai du mal à me concentrer. Je l'ai dit, je crois, dans la conférence, l'exemple. Moi, je n'aimais pas du tout la comptabilité. Au bout de 2 minutes, ma concentration, elle n'existait plus. Par contre, si tu me parlais d'entraînement, de guitare, etc., là, je pouvais t'écouter pendant 3 heures. Bah, ce qui prouve que la concentration dépend bien de la motivation. Okay ? Et le dernier pilier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la communication. Donc, on voit que le pilier central ici, c'est l'estime de soi. Et dans le modèle, on le représente vraiment comme un cube, d'accord ? Et donc, un cube, par définition, mon estime de soi, elle a d'abord une base. Si la base, elle est étroite, c'est juste un seul cube, tu vois, c'est voilà. Eh bien, mon estime, elle est instable. Et ces cubes représentent mes centres d'intérêt, ce qu'on appelle des raisons d'être. Ça va plus loin que ça, d'accord ? Donc, mes raisons d'être, oui, effectivement, ça peut être mon travail, ça peut être ma famille, ça peut être mon couple, ça peut être un loisir, la guitare, le sport, d'accord ? Différent. Ce qu'on se rend compte, c'est s'il n'y en a qu'un seul, je mets tout dans le travail, ben, le jour où le travail, ça ne va pas, je m'écroule. J'ai mon estime qui s'écroule. Et ça, c'est très dangereux. C'est le cas de gens aussi qui mettent tout dans le sport ou des gens qui mettent tout dans l'argent, par exemple. Ça peut être une raison d'être. Okay, ben, le jour où ils ont des problèmes financiers, il y a tout qui ne va pas. Le fait d'avoir plusieurs raisons d'être, ça permet que quand il y en a une qui s'affaiblit, les autres me soutiennent. J'ai des soutiens de ma famille quand ça ne va pas dans le boulot, ben, ça ne va pas dans ma famille, je vais divorcer, mais bon, ben, dans le boulot ça va bien, ça me rend solide. Et puis j'ai des amis peut-être à côté, et puis j'ai un sport à côté où j'ai une passion à côté, la poterie, je suis reconnu dans la poterie, etc. Bon, ça ne va pas faire que je suis heureux, mais ça me soutient, ça m'épaule. Et puis, ben, il y a des gens qui ont 250 raisons d'être. Alors là, on est dans la dispersion complète. Hein. Parce qu'on voit que, après, on a vu la base ici, ce qui va compter, c'est la hauteur. La hauteur, c'est qu'est-ce que c'est qui me fait m'épanouir. D'accord ? Si ma famille, ça m'apporte 8 en épanouissement, ça va être là. Si mon couple, ça m'apporte 10, d'accord ? Donc oui, c'est une vraie raison d'être. Mais par contre, dans mon travail, je m'ennuie. Mon travail, c'est 2. Bon, c'est une raison d'être parce qu'elle prend du temps, mais ce n'est pas le truc où je m'épanouis. Donc on va voir que si après on en a plein,
ben, ça va être difficile d'être à 10. On aura plein, mais c'est plein dans lequel on n'a pas un vrai épanouissement. D'accord ? Et puis, la dernière dimension qu'on doit se poser, et ça, c'est important, c'est que, bah oui, je m'éclate quand je fais de la guitare. Sauf que la guitare, je la mets à 10. Quand je fais la guitare, je me sens heureux, épanoui, je me réalise, ça me fait du bien, ça me ressource, c'est génial. Combien de guitares tu fais par semaine ? Ben, ça fait 6 mois que je n'ai pas touché ma guitare. Ah oui, c'est une raison d'être, mais tu n'y consacres rien. Donc, on voit bien que ce pilier central, sans lequel quasiment tout s'écroule, eh bien, il repose sur quelles sont mes raisons d'être, donc mes centres d'intérêt. Est-ce que j'en ai suffisamment ? Est-ce que j'y consacre suffisamment de temps ? Et puis, est-ce que je me pose la question de savoir, je fais ça, mais est-ce que j'y éprouve un réel épanouissement quand je le fais ? Il y a des gens, il ne faut pas avoir peur de le dire, ben, oui, les enfants ou la famille, ben, en fait, ils ne s'épanouissent pas dedans. Ça les stresse, ça les machin, etc. Et donc, ça ne fait pas partie de leur raison d'être. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas juste les mettre parce que c'est bien. Il faut identifier qu'est-ce que c'est qui m'apporte vraiment l'épanouissement. Oui, oui, effectivement. Je pense que c'est important en fait pour les profs qui s'investissent beaucoup dans leur travail de se rappeler qu'il y a aussi quelque chose en dehors du travail, justement, où, le jour où ça ne fonctionne pas bien dans la classe, comme ça, ils puissent se ressourcer à l'extérieur de leur classe. Donc, toi, tu es coach. Qu'est-ce que c'est pour toi la différence entre un coach et un professeur ? Est-ce que tu as l'idée de ce sujet-là ? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ou... Oui, oui. Alors, déjà, je t'avoue que je n'aime pas trop formater les gens. Je suis sûr qu'il y a des professeurs qui sont d'excellents coachs et qui ont une approche de coach et des coachs qui ont une approche de professeur. Moi, si tu veux, j'aime beaucoup la citation de Einstein qui disait « Je n'apprends rien à mes élèves, je crée les conditions pour qu'ils apprennent par eux-mêmes ». Pour moi, ça représente l'idée que je me fais du métier de coach. Et en tout cas, j'ai été formé comme ça à l'ICF, la Fédération internationale de coaching, où il y a une règle de déontologie. L'idée, c'est pas d'apporter des réponses à nos élèves ou à nos étudiants ou à nos clients, mais c'est de créer les conditions pour qu'ils les trouvent par eux-mêmes. Je pense qu'un professeur, il ne peut pas avoir tout à fait la même attitude, mais ma vision d'un bon professeur, donc ce n'est que ma vision, c'est que il peut s'adapter au niveau de compétence et de développement de son élève. C'est-à-dire que je pense qu'un débutant, il a besoin qu'on lui apprenne des repères et des bases, et donc il faut lui apporter des réponses pour qu'il commence à se construire son savoir. Mais ce qui n'est pas facile pour un professeur, c'est quand il a eu cette attitude-là, quand l'élève se développe et développe ses compétences, eh bien, on devrait arriver à lâcher cette posture-là qu'on a eue. Mais bon, l'élève, il a pris goût. Hein. Si chaque fois qu'il ouvre la bouche, on lui donne à manger, il prend goût à ce qu'on lui apporte des réponses. Donc, c'est là où la bascule est difficile. Mais petit à petit, ou en tout cas quand on a des élèves qui sont plus développés et qui ont une plus grande culture et une plus grande connaissance, à mon avis, un bon professeur, il doit savoir faire adapter son enseignement en étant plus sous forme de questionnement socratique, poser des questions, ou en tout cas créer des conditions, des jeux, des défis, etc., qui vont permettre à la personne de se challenger et de trouver les réponses par elle-même. En coaching, en tout cas en préparation mentale, on accorde une grande importance à ça parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand je trouve les réponses par moi-même, ma confiance grandit. Quand quelqu'un d'autre m'apporte les réponses, ma dépendance grandit. Je suis plus dépendant de lui. Et quand je suis dépendant, ça veut dire que quand je vais être seul face à un défi, je vais être perdu si j'ai pas la personne à côté de moi. Donc, voilà. Quand on est débutant, on a besoin de ça, d'avoir quelqu'un à ses côtés, c'est indispensable. Quand on est un peu plus avancé, c'est important de savoir switcher et de créer les conditions pour que la personne trouve les réponses par elle-même. Alors, tu vois, moi, je trouve que la séparation entre professeur et coach, je pense qu'un bon coach et un bon professeur, c'est la même chose. Et après, on fait ce qu'on peut. Non, mais c'est clair que c'est très proche. Voilà, je voulais savoir un petit peu ce que tu en pensais. Donc, oui, c'est très proche. Et j'ai une dernière question, en fait, parce que je fais en général un petit clin d'œil au nom de mon blog qui s'appelle Culture Fleu.
Et je demande en général, qu'est-ce que ça évoque pour toi le mot culture? Alors, c'est une question très large, hein, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, bien sûr. C'est juste, voilà, pour savoir, c'est précisément parce que ça a tellement de sens différents. Quand on parle de Le mot culture, pour toi, ça évoque quoi? culture. Écoute, moi, le mot culture, c'est un mot qui effectivement est très vaste, et très grand. Euh, et je pense que, si je ne me trompe pas, l'origine, elle est agricole. La culture, d'accord, c'est ce qu'on cultive euh, et qui nous permet d'apporter énormément de ressources au niveau symbolique. Et déjà, je trouve que voilà, moi la culture, ça évoque ça. C'est vraiment quelque chose qu'on doit cultiver, c'est-à-dire dont on prend soin, euh, y revenir régulièrement. Je trouve que le jardinage apporte cette humilité qu'il faut désherber tous les jours et il faut arroser régulièrement, il faut machin. Donc la culture, c'est quelque chose qui se fait par la répétition pour moi. Alors, on pense tout de suite à des livres, à de l'art, à des choses comme ça, qu'on peut aller voir dans des musées, etc. Mais je pense que la culture, c'est aussi une culture familiale, une culture sportive, associative. On voit d'une ville à une autre, il y a une culture différente. C'est un état d'esprit un petit peu. Donc, et en préparation mentale, on appelle développer un état d'esprit par des rituels dont on a parlé, hein, la cohérence cardiaque ou d'autres choses qu'on va pouvoir se répéter, eh bien, ça se développe par des rituels. Alors, on a tous des rituels. Il y a des gens qui quotidiennement vont se lever, vont allumer la télé, vont allumer la radio pour savoir les nouvelles et donc vont imbiber leur culture de je m'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur de moi, très loin de moi, où finalement j'ai peu d'impact. Okay. Et puis il y a des gens, ils vont se lever le matin et leur culture, elle va être de s'occuper de leurs enfants, s'occuper de soi, faire un peu de gym, un peu de méditation, un peu des étirements, parler avec ses enfants, etc. C'est une autre culture, d'accord? Donc la culture, pour moi, c'est quelque chose qu'on cultive au quotidien et qui, à force de répétition, va faire que on est dans tel état d'esprit plutôt qu'un autre. Et plus on la cultive, donc plus on est cultivé, plus notre champ est large. Et donc, on a plus de ressources intellectuelles, ressources de créativité, ressources de justement d'aller savoir chercher quelles sont des solutions qu'on pourrait trouver à droite à gauche parce que j'ai eu plus de culture. Voilà ma vision de la culture. Je ne sais pas si ça répond à ce que tu dis, mais c'est une vision Moi, de justement, préparation c'est mentale. passionnant, chacun a sa vision et c'est pour ça que c'est finalement pas si mal que ça. D'accord. Ben, en fait, je vais renvoyer les personnes qui veulent peut-être faire un diagnostic plus approfondi vers ton site. Est-ce que tu veux nous donner les coordonnées sur lesquelles elles peuvent te contacter ou, Alors, on peut toujours aller consulter mon site sur la préparation mentale. J'en ai un qui est spécifique pour le cyclisme, alors ça ne va pas parler à ceux qui font particulièrement, hein, d'accord? Mais le meilleur moyen pour un diagnostic, si tu veux, ce n'est pas quelque chose que je développe de manière industrielle, c'est quelque chose que, on l'a bien compris, le diagnostic, c'est quelque chose d'individualisé. Il faut le dire, c'est quelque chose d'un petit peu cher, hein, ça coûte une centaine d'euros parce que voilà, je l'envoie à un organisme qui fait vraiment un tableau complet, il y a 36 pages, c'est très précis, tu l'as vu, c'est très visuel. Peut-être que tu pourras donner un exemple ou deux. Mais comme ça, on établit les choses de personne à personne. Donc, je préfère donner mon adresse mail la plus simple et la plus populaire. Elle est simple, c'est nicolas.elzehar@gmail.com. Je pense que tu me mettras en dessous de la vidéo ou des choses comme ça. voilà. En tout cas, bon, c'est mon nom, hein, avec un point et @gmail.com. Il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec moi et puis on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, vous pouvez savoir qu'il y a moyen de diagnostiquer où vous en êtes de votre performance mentale, comment vous savez utiliser votre mental. Je précise, ce n'est pas un test de personnalité du tout. C'est comment vous savez utiliser ou pas votre mental pour vous aider à surmonter des défis ou des obstacles. Et puis ensuite, il y a des outils. Vous avez vu, la plupart sont très concrets. Quand on va aller sur l'estime de soi, on ne va pas se mentir, c'est bien un peu de questionnement personnel, d'accord, évidemment. Mais on peut vraiment construire, brique par brique, un mental plus solide qui nous aide à d'abord vivre mieux. La base de la préparation mentale, c'est le bien-être.
Parce qu'on ne peut pas être performant si on n'est pas dans le bien-être. Et quand on est bien mentalement, parce qu'on a construit, encore une fois, brique par brique, plan d'action par plan d'action, eh bien, on peut parler de performance. C'est-à-dire, je vais réussir ce que j'aimerais réussir, peut-être même un peu au-delà de ce que je m'imaginais être capable de réussir. C'est ce que j'appelle, moi, l'effet waouh. Voilà. L'effet où on se surprend, quoi. Hein? Oui, ça sonne bien. Ok, merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi, merci pour cette interview. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne, tout en cliquant sur la cloche pour activer les notifications quand les nouvelles vidéos sortent. On se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo truc de prof. Et d'ici là, bon cours!